différents ministères et administrations publiques qui doivent de l'argent à la presse privée ont 2 semaines pour apurer leurs dettes. C'est ce que leur demande le Premier ministre qui a échangé cet après-midi avec les promoteurs d'organes de presse privée. Rappelons que cette dette s'élève à plus de 600 millions de francs CFA. Des journées pour dénoncer l'impunité sur les crimes de sang et les crimes économiques. Ces journées se tiendront vendredi et samedi prochain à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Elles sont initiées par une dizaine d'organisations de la société civile burkinabé. En Côte d'Ivoire, les choses semblent revenir à la normale. Les soldats mutins sont retournés dans les casernes ce mardi. Ce retour fait suite à l'accord trouvé entre eux et le gouvernement ivoirien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce 20h. Cela dit, le chef du gouvernement donne 2 semaines aux différents ministères et institutions publiques pour apurer leurs dettes vis-à-vis de la presse privée. C'est ce qui ressort de l'audience que Paul Kabat-Seba a accordé cet après-midi même aux promoteurs d'organes de presse privée. Autre sujet abordé à cette audience, c'est le fonds d'aide à la presse privée sur lequel le Premier ministre s'est voulu également rassurant. Plus de précisions avec Issa Ouedraogo et Zali Sassanfo. Ils sont tous ici des patrons d'entreprises de presse privée. À eux, l'État doit plus de 600 millions de francs CFA et cela handicape le fonctionnement de leur entreprise. Et ici, chez le chef du gouvernement, ils sont là, à la recherche de solutions pour entrer en possession de leurs dûs. Après plus d'1 heure d'échange, ils peuvent se réjouir. La dette va être apurée dans les plus brefs délais. J'ai donné des instructions aux ministres qui sont en charge du dossier, de régler le dossier, d'apurer toutes les dettes de l'État vis-à-vis des organes de presse privée d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines au plus tard. Autre dossier porté par ces patrons de presse, la télévision numérique terrestre et le fonds d'appui à la presse privée. Là aussi, c'est une question de fond qui tarde à être débloqué. Le fonds d'appui à la presse privée, c'est d'abord l'aboutissement d'une longue lutte des entreprises de presse au Burkina Faso. Donc, nous avons été heureux qu'en 2015, au cours de la transition, il ait effectivement été créé. Et nous nous attendons à ce qu'en 2016, on puisse effectivement pouvoir bénéficier de ce fonds. Ça n'a pas pu être le cas, ça a été reporté en 2017. Mais nous avons des inquiétudes parce que nous sommes en mai 2017. Voilà toutes nos excuses pour ce reportage qui finit en queue de poisson. Des journées de dénonciation de l'impunité sur les crimes de sang et les crimes économiques se tiendront les 19 et 20 mai prochains à Ouagadougou. C'est une initiative portée par 10 organisations de la société civile. Les représentants de ces OSC ont animé une conférence de presse hier pour décliner les grandes lignes de la manifestation. Césaire Carrefour, Zoubavier David Dabiri. 10 organisations de la société civile réunies autour d'une même cause, la dénonciation des crimes de sang et des crimes économiques au Burkina Faso. À cet effet, elles organisent les 19 et 20 mai prochains à la Maison du Peuple de Ouagadougou des journées pour réclamer justice. Alors que le peuple réclame justice, les manœuvres en cours dans les camps du pouvoir et de l'opposition avec l'aide des puissances impérialistes s'inscrivent dans une feuille de route appelée réconciliation nationale. En réalité, il s'agit pour les amis d'hier qui ont endeuillé et appauvri notre peuple de trouver des portes de sortie à leur propre crise sur le dos du peuple et des martyrs tombés pour la justice et la liberté. Le comité d'organisation déroule ici le chronogramme de ces journées. 19 mai, de 8h à 12h à la Maison du Peuple, forum d'échange et de témoignages sur les crimes de sang et des crimes économiques. 20 mai à partir de 8h, toujours à la Maison du Peuple, meeting de dénonciation de l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques, de l'aggravation de la vie chère et de la corruption. Ces journées coïncident également avec celle de Dabo Boukari, étudiant en 7e année de médecine, assassiné le 19 mai 1990. Une occasion pour elle de demander que lumière soit faite sur cette affaire.
Hier 15 mai, la communauté internationale a célébré la 23e édition de la Journée de la famille. Au Burkina Faso, cette journée a été célébrée autour du thème « Les familles, une vie saine et un avenir durable ». Un thème qui interpelle sur la nécessité d'assurer la protection et le bien-être de la famille. Et plusieurs activités étaient inscrites au programme de cette journée. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Maïmouna Traouri. La Journée internationale de la famille a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies pour stimuler une réflexion permanente autour des questions préoccupantes sur la situation de la famille. Une opportunité également pour renforcer la sensibilisation des populations sur les phénomènes qui bouleversent la cohésion familiale. Au Burkina Faso, la réflexion à l'occasion de la célébration de cette 23e journée porte sur le mariage des enfants et les stratégies pour le renforcement de la fonction de protection de la famille. Pour ce premier thème, de discuter des enjeux du mariage d'enfants, de permettre à l'enfant de développer son plein potentiel avant de se retrouver dans le mariage. Quant au deuxième sous-thème, nous voulons échanger autour donc des stratégies que nous devrons maintenant adopter pour permettre à la famille d'être établie dans son rôle initial de protéger la famille. Les problèmes des familles ne sont pas les mêmes dans le Soum, dans l'Oudalan ou dans la région des Cascades. Donc c'est une approche globale et intégrée qui doit être adoptée pour parvenir à un certain équilibre au niveau des familles. Comme solution à la problématique du mariage des enfants, la représentante résidente de l'UNFPA au Burkina Faso propose une constitutionnalisation de l'âge du mariage. C'est amener l'âge au même niveau pour tous les deux sexes, la fille et le garçon. Et l'idéal, c'est au moins à partir de 18 ans, et ça peut être au-dessus, mais que ce soit le même âge. Les acteurs de la protection de la famille et les familles elles-mêmes sont invités à œuvrer pour l'abandon du mariage des enfants et la promotion d'un environnement protecteur pour les adolescents. Et cette journée de la famille est commémorée dans un contexte où la traite et la maltraitance humaine sont encore une réalité sous nos cieux. Les acteurs de la lutte contre ces phénomènes multiplient les initiatives pour parvenir à la tolérance zéro contre les auteurs de la traite et la maltraitance humaine. À l'initiative de l'Organisation internationale pour les migrations, ces acteurs sont en concertation à Ouagadougou. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Maxime Zongo. Violence corporelle et morale, la maltraitance humaine, une réalité toujours atroce sous nos cieux. Les principales victimes, les migrants de tous bords. Pour une lutte coordonnée, l'ensemble des acteurs de la chaîne ont été conviés à une réflexion approfondie. Nous aurons à aborder les différentes notions que nous avons concernant la traite des personnes, le trafic illicite des migrants. Également, nous allons aborder au cours de la journée le cadre national de lutte contre la traite au Burkina Faso, tout ce qui régit la traite au Burkina. 4 jours durant, des experts de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, vont partager leur expérience avec l'ensemble de la chaîne des acteurs dans la lutte afin d'identifier les meilleures stratégies. On constate que plusieurs cas de traite restent impunis. Et donc il était opportun qu'on réunisse les acteurs qui interviennent dans la chaîne de la répression pour les sensibiliser sur les bonnes pratiques, sur la nécessité de réprimer ces crimes. C'est un problème mondial. C'est aussi important de travailler sur cette question d'une manière plus globale. Par cette initiative, l'objectif est de contribuer au renforcement des capacités des différents acteurs. Il s'agit donc de leur fournir les outils et instruments nécessaires pour assurer une protection efficace des victimes et réprimer les auteurs à la hauteur de leur forfait. Et la lutte contre la traite humaine se mène également au moment où la libre circulation des personnes est prônée au sein de l'espace CEDEAO. L'institution met en œuvre un projet sur la libre circulation des personnes et sur la migration en Afrique de l'Ouest. Et dans le cadre de ce projet, des représentants des 15 États de la CEDEAO sont à Ouagadougou pour une formation sur le protocole de 1979. Le reportage de Urbe Benito Somé et Maïmouna Traouri. En 1979, la CEDEAO a adopté un protocole sur la libre circulation des personnes dans les 15 États membres.
À ce jour, des progrès importants ont été enregistrés, mais des efforts restent à faire, notamment sur le droit de séjour et le droit d'établissement. On ne peut pas dissocier le phénomène migratoire de l'histoire de nos pays, de nos États. Et l'avenir sera aussi construit avec ce paramètre. Mais il y a des obstacles. Il y a le fait que les législations n'ont pas suffisamment intégré encore la facilité pour quelqu'un qui est un migrant de s'installer, de mener ses activités librement. Il faut lever les obstacles et cette formation s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agit d'améliorer les connaissances de ces fonctionnaires gouvernementaux œuvrant pour la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO sur les principes clés du protocole en vue de faciliter sa mise en œuvre. C'est de les aider à comprendre donc ces principes pour qu'au-delà en fait de l'entrée dans un pays, qu'on puisse également assurer par exemple ce qu'on appelle le droit d'établissement et le droit de résidence donc dans les pays où les personnes se déplacent aussi. Il y a également certaines questions émergentes, certaines questions nouvelles également qui doivent être assimilées par ceux qui s'occupent d'appliquer la loi en matière d'immigration. À l'issue de la session, ceux-ci deviennent à leur tour des formateurs. Ils sont appelés à restituer la formation au niveau de leurs États respectifs. On revient sur cette information. Le chef du gouvernement qui donne 2 semaines aux différents ministères et institutions publiques pour apurer leurs dettes vis-à-vis de la presse privée. Et c'est ce qui ressort de l'audience que Paul Kabatsieba a accordé cet après-midi aux promoteurs d'organes de presse privée. Autre sujet abordé à cette audience, c'est le fonds d'aide à la presse privée, un fonds sur lequel le Premier ministre s'est voulu également rassurant. Des précisions avec Issa Kawidraogo et Zali Sassanfou. Ils sont tous ici des patrons d'entreprises de presse privée. À eux, l'État doit plus de 600 millions de francs CFA et cela handicape le fonctionnement de leur entreprise. Et ici, chez le chef du gouvernement, ils sont là, à la recherche de solutions pour entrer en possession de leurs dû. Après plus d'1 heure d'échange, ils peuvent se réjouir. La dette va être apurée dans les plus brefs délais. J'ai donné des instructions aux ministres qui sont en charge du dossier de régler le dossier, d'apurer toutes les dettes de l'État vis-à-vis des organes de presse privée d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines au plus tard. Autre dossier porté par ces patrons de presse, la télévision numérique terrestre et le fonds d'appui à la presse privée. Là aussi, c'est une question de fond qui tarde à être débloqué. Le fonds d'appui à la presse privée, c'est d'abord l'aboutissement d'une longue lutte des entreprises de presse au Burkina Faso. Donc, nous avons été heureux qu'en 2015, au cours de la transition, il ait effectivement été créé. Et nous nous attendions à ce qu'en 2016, on puisse effectivement pouvoir bénéficier de ce fonds. Ça n'a pas pu être le cas, ça a été reporté en 2017. Mais nous avons des inquiétudes parce que nous sommes en mai 2017 et on ne voit pas encore l'aboutissement de ce fonds-là. Selon le Premier ministre, l'enjeu est grand. Alors tous les dossiers connaîtront un traitement diligent pour une presse privée autonome, libre, gage d'une démocratie. Autre point de l'actualité, la campagne cotonnière 2017-2018 s'annonce avec beaucoup d'espoir du côté de la Société des fibres textiles. 650 000 tonnes de coton graine, voici l'objectif que la Sofitex se fixe pour cette campagne. Et pour relever ce défi, elle galvanise les producteurs de ces zones d'intervention. Hier, une délégation de la Sofitex était à Sili dans la zone cotonnière de Koudougou pour annoncer des mesures prises pour motiver les producteurs. Des précisions avec Pawadrogo Jean Zongo et Olopoda. De 235 francs CFA le kilogramme pour la campagne écoulée, le prix du coton graine passe à 245 francs pour la campagne cotonnière à venir. Une bonne nouvelle apportée par la Sofitex aux cotonculteurs du département de Sili. Nous sommes dans la zone cotonnière de Koudougou. Ici, la délégation de la Nationale des fibres textiles invite les producteurs à persévérer dans la culture du coton 100% conventionnel. Nous avons également donné les éléments sur le prix de cession des intrants qui est resté le même, c'est-à-dire 15 000 francs le sac de NPK et d'urée à crédit, le prix du traitement insecticide qui est resté à 3 800 francs la dose à l'hectare.
Pour cette campagne 2017-2018, il est attendu de la zone Sofitex une production de 650 000 tonnes. Un objectif réalisable pour peu que les paquets technologiques et les itinéraires techniques soient respectés en vue d'améliorer le rendement à l'hectare. Si Dieu nous gratifie d'une bonne pluviométrie, nous allons dépasser l'objectif de 4 000 tonnes. Nous sommes engagés à cultiver toujours le coton conventionnel, mais nous demandons encore des efforts pour une augmentation du prix du kilogramme de coton. Un concours pour magnifier le mérite des meilleurs producteurs de coton est annoncé par la Sofitex. Objectif, susciter encore plus d'engagement des cotonculteurs en vue d'une consolidation des acquis du retour à la culture de 100% coton conventionnel entamé depuis la campagne dernière. Que faire pour parvenir à une gestion adéquate des bassins versants au Burkina Faso? Les experts du domaine estiment qu'il faut promouvoir la coopération entre les agences d'eau. Il faut également améliorer le cadre institutionnel et former les acteurs chargés de la gestion des bassins et agences d'eau. Un atelier se tient à Ouagadougou pour pousser la réflexion sur ces différentes propositions. Issa Kafando, Nathalie Sawadougou, Nabaloum. Le gouvernement américain s'engage de nouveau aux côtés des populations burkinabées pour résoudre les questions d'accès à l'eau. À travers son projet USAID WAWASH, il est encore question de mesurer les bassins versants du Burkina Faso. Pour nous, c'est vraiment un grand honneur d'aller en avant avec les partenaires burkinabés et US Geological Service, US AFRICOM et Florida International University et nos amis ici pour vraiment aller en avant pour soutenir l'importance de l'eau dans la vie de tout être burkinabé. L'objectif de cette rencontre est de promouvoir la coopération entre les agences, améliorer le cadre institutionnel et renforcer les capacités des acteurs. D'où la présence de scientifiques, d'ingénieurs de l'armée américaine et d'acteurs nationaux pour mener la réflexion. Nous avons plus de 65 000 personnes qui ont eu accès à l'eau potable, plus de 62 000 personnes qui ont accès à un assainissement adéquat. Nous avons travaillé surtout aussi sur le développement des capacités institutionnelles et humaines. Les résultats de cet atelier pourront aboutir à la naissance d'un projet. Ce sont des projets de type, j'allais dire, transversal. Des projets qui prennent en compte un certain nombre de secteurs, à savoir l'agriculture, l'environnement, l'eau et les ressources animales. Ensemble, ils vont élaborer un plan d'action. Un plan qui va s'étaler sur 3 à 5 ans et qui consistera à développer un programme de protection des bassins versants. Dans l'actualité également, la coopération belge apporte son soutien au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Et dans le cadre de son programme d'appui à la sécurité intérieure, la coopération belge a remis ce matin du matériel roulant au ministère de la Sécurité. Et grâce à ce matériel, les interventions des forces de sécurité devront se faire avec plus de célérité et d'efficacité. Constant Koulibaly, Zubavier David, Dabiri. 4 véhicules tout-terrain pour renforcer la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme au Burkina Faso. Ce don de la coopération belge au ministère de la Sécurité intérieure entre dans le cadre du lancement et de l'opérationnalisation des APT, les brigades anti-banditisme et terrorisme. Cet accompagnement est lié à la demande initiale des autorités burkinabées pour les accompagner d'une part dans la réponse urgente face à la menace terroriste et d'autre part les aider à envisager un processus de réforme du secteur de la sécurité à plus long terme. Pour le ministre de la Sécurité, cet acte est le symbole d'une fructueuse coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Et ces véhicules vont permettre aux forces de sécurité d'être plus efficaces en cas de crise dans la ville de Ouagadougou et ses environnants. Il est souvent reproché aux forces de sécurité un délai d'intervention trop long, faiblesse qui peut avoir pour des conséquences d'autant plus désastreuses dans les cas d'incidents de type terroriste. C'est la raison pour laquelle le ministère a clairement fixé comme objectif à atteindre une intervention dans les 10 minutes pour les brigades, les ABT, et 30 minutes pour les unités spécialisées.
Cette cérémonie est également marquée par la remise d'attestations à 48 éléments des forces de sécurité en fin de formation. La coopération belge, elle, promet encore d'autres équipements dans le cadre du renforcement de la sécurité au Burkina Faso. Cela fait maintenant 2 mois que la Direction générale des impôts a lancé la facture normalisée en vue de lutter contre le faux et la fraude au Burkina Faso. Mais la DGI poursuit sa campagne de sensibilisation et de formation des contribuables sur cette innovation. Hier, la DGI a convié plusieurs représentants d'entreprises à une formation sur la facture normalisée. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega. Adopté pour lutter contre le faux et la fraude, la facture normalisée continue de faire l'objet de sensibilisation. C'est le sens de cette session de formation initiée par la Direction générale des impôts au profit des contribuables de la Direction des moyennes entreprises du Centre 2. La Direction des moyennes entreprises du Centre numéro 2, il faut dire que c'est une direction qui a un portefeuille de plus de 1700 contribuables relevant du réel normal d'imposition. Et c'est une prévision de plus de 25 milliards à faire entrer dans le budget de l'État et plus de 300 millions pour le budget des collectivités. La facture normalisée est l'une des récentes réformes de la Direction générale des impôts. Elle vise à créer un climat favorable aux affaires et à moderniser l'économie burkinabé. Nous avons de bon espoir que, en tout cas, les dispositions concernant cette facture normalisée-là seront bien appliquées sur le terrain. Et lorsque nous jetons un regard sur le volume des achats, en tout cas des stickers, en tout cas nous pouvons affirmer qu'il y a un engouement. C'est le 21 février 2017 que la facture normalisée a été officiellement lancée et mise en œuvre le 1er mars. La Direction générale des impôts entend poursuivre ces sessions de formation et de sensibilisation afin de permettre une meilleure appropriation de la facture normalisée par le monde des affaires. L'accès à un logement décent reste encore un casse-tête pour de nombreuses familles burkinabées, notamment celles à faible revenu. Et dans le but de changer cette situation, une loi portant bail d'habitation privée avait été adoptée sous la transition. Reste maintenant l'adoption de textes d'application de la dite loi et les acteurs concernés par les questions de logement se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour échanger sur le sujet. Issa Kafando et Yolande Lompo. La régulation du secteur locatif pourrait constituer une alternative à la problématique du logement. C'est fort de cette conviction que ces personnes venues d'horizons divers sont ici pour approfondir la réflexion sur les textes d'application de la loi portant bail d'habitation privée adoptée et promulguée en 2015 sous la transition. Nous avons souhaité que cette rédaction de texte d'application soit consensuel pour éviter l'adoption de textes qui, au lieu d'assainir les relations entre les bailleurs et les locataires, vont aggraver les crises qui surviennent dans ces relations. Depuis le quitus du 27 septembre 1989 portant régulation des loyers au Burkina Faso, plus aucun texte n'est venu réglementer ce secteur, si bien que des envolées incontrôlées des prix des loyers sont observés ça et là. Pour étudier ce problème, les échanges se focaliseront également sur le barème référentiel des coûts des réalisations des immeubles à mettre en location dans les centres urbains et ruraux. Nous allons travailler à accroître l'offre en matière de logement, de manière à ce que cet accroissement puisse influer sur les coûts des loyers en vigueur aujourd'hui. Au sortir de cette rencontre, ils devront trouver le juste milieu pour combattre la crise du logement et renforcer les droits des locataires tout en préservant les intérêts des bailleurs. Dans le domaine de la santé, un plan d'action national sur la résistance aux antimicrobiens est en phase de finalisation au Burkina Faso. Ce plan devrait permettre au Burkina Faso de mieux prévenir et mieux contrôler la résistance aux antimicrobiens qui, selon les spécialistes, constitue une grave menace pour la santé publique. Pour l'heure, ce plan est soumis à l'appréciation des acteurs du système sanitaire. Roger Kam et celle Judith Assorba. La résistance des micro-organismes vis-à-vis des antibiotiques constitue de nos jours une menace mondiale. Sur instruction de l'OMS, chaque pays devrait élaborer un plan d'action afin de venir à bout des microbes.
Le Burkina Faso est aujourd'hui au stade de draft national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La présente rencontre a pour but de passer en revue les activités retenues, de les valider en vue de permettre sa mise en œuvre efficace. Le travail passe par d'abord le renforcement des capacités des laboratoires pour pouvoir mettre en exergue ces mécanismes de résistance-là, et aussi par les gestionnaires des antibiotiques, j'allais dire en pharmacie hospitalière et en officine privée, de pouvoir réglementer l'utilisation. Sinon, les molécules qui sont rares aujourd'hui, qui constituent nos molécules de dernier choix, on sera confronté à des résistances à ces molécules-là, et là, ça va poser sérieusement des problèmes de prise en charge. Les microbes ne regroupent pas seulement que les bactéries, il y a aussi les parasites, les virus et les mycoses. Pour une lutte efficace, 4 ministères, à savoir les ressources animales, l'environnement, l'agriculture et la santé, sont obligés de travailler en tandem. Nous sommes obligés, en tout cas, de travailler ensemble et de pouvoir, en tout cas, mettre en place non seulement des laboratoires de capacité assez acceptables pour pouvoir diagnostiquer, de comprendre mieux les phénomènes de mécanismes de résistance et aussi de pouvoir aider les cliniciens dans le choix des antibiotiques au vu donc des résistances croisées. L'adoption et la mise en œuvre de ce plan d'action national marque une nouvelle étape pour la lutte contre la résistance aux antibiotiques au Burkina Faso. L'ambassadeur du Japon en fin de mission au Burkina Faso a reçu ce mardi la Fédération du Karaté-Do nouvellement élue. L'équipe de Umaru Yugo est allée présenter la nouvelle structure aux diplomates japonais. Occasion également pour la Fédération de Karaté-Do de traduire sa reconnaissance à l'ambassadeur du Japon pour les efforts qu'il a consentis pour le rayonnement des arts martiaux au Burkina Faso. Mathias Drabo et Kalfa Ouattara. C'est sans doute le diplomate qui aura le plus œuvré au développement des arts martiaux au Burkina. Au moment où ces bienfaiteurs venus du Japon s'apprêtent à quitter le Faso, la fédération nouvellement élue du Karaté-Do, conduite par son président, lui a rendu visite. Pour Umaru Yugo, c'est un devoir de reconnaissance. Absolument. Je pense que je suis très ému. Il m'arrive rarement d'être ému. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes venus ici simplement pour présenter le bureau, lui demander également de nous prodiguer des conseils. Surtout, dans sa phraséologie, il a parlé d'honneur, il a parlé d'esprit, le développement du corps et de l'esprit. L'ambassadeur s'est réjoui de voir le Karaté-Do et regarder désormais vers l'avenir. Et je suis vraiment je suis très content de cette nouvelle création des fédérations de Karaté-Do, parce que Karaté-Do de Burkina Faso a traversé quelque temps la turbulence politique au sein de fédération de Karaté-Do. Mais j'ai bien constaté qu'on est arrivé à une réconciliation, à une entente parmi les membres de Karateka au Burkina Faso. Futaishi Masato espère voir ses efforts récompensés avec la qualification des karatékas burkinabés aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Actualisé à l'étranger, non loin de chez nous, en Côte d'Ivoire, la situation semble revenir à la normale. Les soldats mutins ont accepté de retourner dans les casernes ce mardi. Le mouvement de la mutinerie prend ainsi fin suite à l'accord trouvé entre les soldats mutins et le gouvernement ivoirien. En Côte d'Ivoire, les barrages routiers ont finalement été levés. Mardi matin, la mutinerie des soldats rebelles s'est terminée dans le calme. Depuis vendredi, les mutins étaient sortis de leur caserne et bloquaient les 2 principales villes du pays. Ils ont obtenu ce qu'ils réclamaient, un rattrapage sur leur salaire de plusieurs milliers d'euros. Après ce que le président Ouattara a déclaré hier, nous sommes satisfaits. Nous avons convaincu nos collègues de rentrer dans leur caserne. Nous avons rouvert le corridor, comme vous pouvez le voir. Nous rentrons dans nos casernes. Notre place n'est pas ici. C'est là-bas que notre place n'est pas ici. C'était le 2e coup de semonce de ces soldats en quelques semaines. En janvier dernier, ils avaient déjà semé le trouble en réclamant des hausses de salaire dans un pays fragile sur le plan économique et politique. À chaque fois, les mutins ne font que se soulever. Et nous sommes fatigués de cette situation. Il faudrait que les deux parties arrivent à s'attendre pour de bon, pour ne pas qu'on retourne dans la même situation.
Mardi, les commerçants de Bouaké et d'Abidjan ont rouvert leur commerce entre jalousie et colère face aux avantages financiers dont bénéficient certains militaires. Et les Ivoiriens parient déjà sur d'autres grèves dans la fonction publique. La mutinerie en Côte d'Ivoire, on en parle également dans la revue de presse de cette édition. Les journaux du jour se sont aussi intéressés au procès du gouvernement Tiao III. Des précisions avec Aimé Solange Digma. Procès des membres du gouvernement Tiao III devant la Haute Cour de justice, l'audience suspendue en attendant la décision du Conseil constitutionnel, indique le quotidien, où le verdict des sages, dira l'observateur Palga, qui constate d'ailleurs une baisse d'affluence au tribunal comme si beaucoup savaient déjà que le procès allait être renvoyé pour la énième fois. Selon l'Express du Faso, la patate chaude est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, dont le verdict offre deux perspectives d'après Aujourd'hui au Faso. Soit le Conseil constitutionnel reste arrimé à ce nom bis in idem et les avocats de la défense se déportent ou restent et le procès est grippé, soit Kassoum Kambou et ses 9 grands juges reviennent sur le premier verdict et il ne restera plus qu'à revenir à des tribunaux de droit commun pour juger Tiao et ses ministres. Au passage, une salle de classe du collège La NASA 6 à Goudrin, dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou, s'est écroulée en plein cours suite à une forte pluie. Au bilan, 8 élèves blessés, dont Gemila Oubda, ici avec une fracture au bras. Pour le fondateur, il s'agit d'une catastrophe naturelle, mais le père de la fille condamne l'État pour son manque de vigilance, souligne le quotidien. 4e jour de mutinerie en Côte d'Ivoire, plusieurs quartiers d'Abidjan et de Bouaké paralysés, indique le quotidien. Pour Sidoya, Alassane a affaire à des monstres qu'il a fabriqués et qui se retournent contre lui. Attention à ne pas tuer la poule aux œufs d'or, alerte Aujourd'hui au Faso. Le pays en vient à se demander si l'État ne va-t-il pas casser la tirelire pour sauver les meubles. À en croire l'Obs, les autorités ivoiriennes et leurs interlocuteurs du moment auraient trouvé un nouveau terrain d'entente, éloignant le spectre d'une nouvelle convulsion au grand soulagement des Ivoiriens et de leurs voisins. Croisons donc les doigts, suggère-t-il. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous aurez le journal spécial de la campagne municipale parcelle et complémentaire. Et ça sera dans une présentation de Ruth Bini Ouattara. Passez une excellente soirée sur la RTV.